transport et possibilités de carrière, des sujets importants que nous allons développer avec mes invités cet après-midi. Première édition du salon Expert Trans 2024, un salon exceptionnel, et c'est la dernière conférence. Je suis presque assez triste, dirais-je. Première conférence qui a eu lieu hier, deuxième ce matin et la troisième aujourd'hui. Je reçois Aurélie Morin, déléguée régionale Normandie de l'AFT Transport et Logistique. Elle se présentera dans quelques minutes. Sylvain Gostrel, j'aurais pu démarrer, poursuivre par une dame, mais bon, j'ai suivi, vous voyez, un ordre, l'ordre du plateau. Sylvain Gostrel, directeur développement du groupe G7. Nous étions hier avec Frédéric Pigassou, CEO du groupe G7. Vraiment un très très bon moment avec Frédéric, donc je pense qu'on va avoir une poursuite. Tout à l'heure, en off, Sylvain me disait, Frédéric et autres, évidemment, acteurs du groupe G7 bâtissent la stratégie, et moi, je suis en charge de la déployer en partie, donc ça risque d'être fort intéressant. Ici, à ma gauche, Coralie Després, du réseau Bras Droit des dirigeants. Coralie est directrice RH externalisée et à temps partagé. Elle nous dira également beaucoup de bien, évidemment, de sa fonction au sein des entreprises, comme si, finalement, l'entreprise avait son salarié, son service ressources humaines. On va passer la main à Sylvain Gostrel, directeur du développement du groupe G7. Et justement, finalement, grâce à Aurélie, j'ai mes 3 premières questions sur ces 3 leviers à activer, notamment la marque employeur, le process de recrutement, la fidélisation. Sylvain, j'aimerais qu'on en parle, mais avant cela, parle-moi du groupe G7 pour celles et ceux qui ne connaissent pas le groupe G7, et puis également ta mission en tant que directeur du développement. Donc moi, ça fait maintenant 1 an que j'ai rejoint le groupe G7. J'ai pour mission, en fait, je travaille en collaboration directement avec le COMEX, qui en fait définit la stratégie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui derrière, en fait, je suis en charge de la déployer au sein du groupe et l'ensemble de ses filiales. Donc aujourd'hui, le G7, c'est 6 filiales au total. Donc on est dans tout type de typologie de transport. En fait, on est polyvalent au niveau du transport. Et puis on a également une filiale aujourd'hui qui est gestionnaire de notre parc pour une optimisation justement de nos coûts. D'accord. G7 aujourd'hui, donc je vous ai fait en fait une petite présentation. Donc je suis parti sur les chiffres clés du secteur du TRM, parce que l'idée c'était en fait d'avoir une vision globale en fait du secteur, pour après en fait affiner directement au niveau de l'entreprise. Parfait. Donc aujourd'hui en fait le secteur du TRM c'est 437 000 salariés. Donc ça c'est des études qui ont été faites en 2020. Donc j'ai pas de chiffres on va dire récents de 2023 ou premier trimestre 2024, parce que l'ensemble des études statistiques mettent une année facile à sortir les chiffres. Mais aujourd'hui, voilà, 437 000 salariés, 72% sont des conducteurs. Il y a une évolution avec une tendance positive, avec plus de 2,9% en 1 an. Et comme le disait Aurélie, aujourd'hui, il y a 12% qui sont des postes qui sont occupés par des femmes. L'âge moyen était de 43 ans, avec un salaire moyen de 1 830 € net. C'est les chiffres de 2019, avec une progression de 3,4%. Et sur la notion de salaire, aujourd'hui, en 2 ans, la masse salariale par le biais de la convention collective et l'augmentation du point, les chauffeurs ont gagné 17% de pouvoir d'achat. Donc en fait, c'est quand même un secteur dynamique et voilà, en pleine évolution, en pleine mutation. Combien de salariés au sein du groupe G7 ? Alors, au sein du groupe G7, on est aujourd'hui 400 collaborateurs. On va dire en CDI. Parce qu'après, quand on monte aujourd'hui sur une activité saisonnière ou ce qu'on appelle la pique, on peut monter à plus de 500 salariés. Voilà. Okay. Donc c'est un groupe qui réunit différentes entités. Aujourd'hui, donc 400 salariés, dont 160 femmes. Donc aujourd'hui, on n'a pas de discrimination. On accueille les femmes avec plaisir. C'est une vraie réponse, un vrai message, ça. Autant que les hommes. Aujourd'hui, l'âge moyen, alors on a deux types d'activités, on a du B2B et du B2C. Sur le B2C, en fait, l'âge moyen en général de 27 ans, avec une ancienneté moyenne de 12 mois. Donc c'est en fait une population assez volatile aujourd'hui sur le B2C. Donc c'est plus de la conduite de véhicules utilitaires en type 6 mètres cubes.
Donc là, c'est la messagerie, c'est ça? C'est ça, mais au niveau VL. Et après, vous avez le B2B, donc, qui concerne également du VL, mais avec une majorité de conducteurs PL et SPL, donc permis C et permis CE, où l'âge moyen, là, il est plutôt de 37 ans, donc on gagne 10 ans d'âge, et puis avec une ancienneté moyenne de 4 ans. Donc ça, c'est le groupe, aujourd'hui. Aujourd'hui, nos besoins en termes de recrutement, il est clair, hein, c'est que dans le B2B, on recrute. 21 postes ouverts, donc tous en CDI. Et on met en place des tableaux de bord, des indicateurs, et on peut voir qu'aujourd'hui, pour un poste, on met 58 jours à recruter. Donc c'est-à-dire qu'il faut anticiper les besoins. Si vous n'anticipez pas les besoins, vous ne pouvez pas répondre à votre client. Et si vous ne répondez pas à votre client, évidemment, vous perdez votre marché. Exactement. Donc il faut être réactif, et c'est pour ça que, vous le verrez derrière, on met en place toute une stratégie qui est importante et qu'il faut respecter. Le B2C aujourd'hui, là on arrive dans l'activité saisonnière. Aujourd'hui, on a une centaine d'offres d'emploi. Donc je vous explique pas charger le recrutement. Il a du job. C'est quand même, il y a un paradoxe. On parle beaucoup de l'emploi, on parle beaucoup de chômeurs également, et puis en même temps, on a des entreprises qui parlent de stratégie de recrutement. C'est-à-dire qu'on met le paquet pour aller chercher des... Ça paraît comme ça, à brut, un non-sens, quoi. Non, mais alors, c'est pas dans mon slide, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que j'ai de plus en plus d'entreprises intérimaires qui m'appellent, en fait. Avant, nous, on va dire les entreprises qui faisaient du placement nous appelaient plutôt pour des postes de cadre. Et ben en fait, aujourd'hui, on nous appelle pour tout poste. Du chauffeur, du mécanicien, voilà. Tout à l'heure, il n'y a pas de limite. À l'écoute des chiffres, je me disais que si j'étais une boîte d'intérim, recruteur, il faut vraiment aller là-dessus parce qu'il y a un besoin énorme. Il faut vous livrer du personnel, quoi. Ouais, complètement. Nous, on a besoin, notre activité, il faut que ça tourne. Charge, il faut trouver maintenant comment on fabrique finalement, on arrive à aller chercher ce public. Ouais. Et c'est ça que je vais vous présenter juste après. C'est la stratégie du groupe. Comment on va faire pour essayer. C'est des tests, on essaye. Hein. C'est ce qu'on appelle le système de management par la qualité. En fait, on définit une problématique, on met en place des actions, on évalue et on recommence. En fait, c'est la route d'Heming. C'est en perpétuelle évolution et on a cette obligation-là aujourd'hui. Si on ne se remet pas en question, en fait, clairement, on ne va pas avancer. On n'ira pas dans le bon sens. Aujourd'hui, nos difficultés chez B2C, dans le B2C, on a 186 salariés. Et je vous dis, on peut monter jusqu'à 200, 300 salariés en période saisonnière. On a un turnover important. Aujourd'hui, on est aux alentours de 56%, un absentéisme de 14%. Et en fait, on a aussi des difficultés, c'est la sinistralité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on confie un véhicule à nos salariés et on espère qu'il va durer le plus longtemps possible. Mais voilà, il y a de la casse, c'est des choses qui arrivent. Mais on essaye de la contrôler. C'est ça on ne peut pas forcément l'éviter, mais on peut la contrôler. Ouais, vous la subissez, quoi qu'il en soit, mais il y a peut-être des leviers. On peut trouver des moyens, des actions de prévention, justement, pour la réduire. Dans le B2B, c'est 103 salariés aujourd'hui. On a un turnover de 51, une absence de 9%. La même problématique sur la sinistralité, que ce soit avec du PL. On a également de la sinistralité. Et on a également une autre contrainte, parce que dans le B2C, c'est très cadré, très structuré. Et par contre, là, dans le B2B, on a des petites difficultés sur le respect des consignes. On a des personnalités, on va dire, de salariés qui ont un fort tempérament ou autre. Voilà, on a toute typologie, on va dire, de caractère, d'attitude. Et en fait, aujourd'hui, il faut travailler sur la gestion des heures parce que c'est un coût. C'est un coût très important aujourd'hui pour les structures. Et il faut rationaliser tout ça, optimiser. Et donc, il faut mettre en place des process aujourd'hui. Et c'est ça qui est difficile. Mais à la fois vis-à-vis des salariés, on va dire des équipes qui sont sur le terrain, mais également au niveau des exploitants. Et je vais en reparler, en fait, c'est un travail, tout ce que je vais vous présenter là, c'est un travail d'équipe. C'est pas une personne, c'est pas voilà, c'est un travail d'équipe. Et si alors une image toute simple, c'est la chaîne. S'il y a un maillon qui ne fonctionne pas, qui est cassé, on n'y arrivera pas. Ça avance pas. Voilà. Et donc c'est ça en fait. Aujourd'hui, il faut que tout le monde avance dans le même sens, aille dans la même dynamique. C'est important.
donc là aujourd'hui en fait, donc voilà, j'avais commencé ma slide avec sur les actions qu'on va mener. C'est donc un travail d'équipe, c'est la base. En fait, c'est un travail collaboratif, c'est-à-dire que Cini, c'est avec Frédéric Pigassou et puis le Comex, on définit certes la stratégie, mais derrière, il faut qu'on emmène les équipes avec nous. Et je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. On gère de l'humain, comme tu as dit tout à l'heure. On gère de l'humain. Donc en fait, c'est de l'individualisme. C'est un salarié, une personnalité. Et comment gérer un collectif avec de l'individualisme? Et c'est ça aujourd'hui une grande difficulté qu'on a. Après, je m'inquiète pas, on va y arriver. Ouais, mais il faut dynamiser en fait l'équipe. Aujourd'hui, dans cette démarche, alors ça concerne beaucoup le recrutement, parce qu'en fait, c'est elle qui va initier, on va dire, le process avec la direction. Donc, il y a un service RH aujourd'hui avec 2 assistantes recrutement, une responsable des ressources humaines. Et en fait, c'est elles qui vont emmener les salariés, emmener les équipes vers là où on veut aller. Donc, on définit la stratégie, on définit le process, mais l'idée, c'est vraiment on réfléchit ensemble. C'est pas j'arrive ou Frédéric arrive avec une idée et puis on y va. C'est on initie et après, c'est comment faire pour que tout le monde nous suive. C'est le plus important. Donc, on met en place des process de recrutement parce qu'en fait, aujourd'hui, la grosse problématique, le recrutement en masse, c'est pas une problématique. On peut recruter, demain je peux vous recruter 40 chauffeurs, il n'y a aucun problème. Mais je peux vous jurer que 15 jours, 3 semaines après, les 40 chauffeurs, ils sont sortis. Ouais. S'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas un dispositif aujourd'hui où il y a un suivi, une formation, ça ne marchera pas. Clairement, c'est pas, ça fonctionnera pas. Donc aujourd'hui, en fait, avec le service RH, on a défini ensemble des critères de sélection. Donc notamment, un des plus importants, c'est 2 ans de permis, d'utilisation du permis. Parce qu'on a vu qu'il y avait des gens qui avaient le permis et qui, en fait, ne conduisaient jamais. Donc, il faut faire attention à ça. Mais quand je dis critères, en fait, on n'est pas figé non plus. Il faut, en fait, comme je disais tout à l'heure, chaque individu est différent. Mais en fait, chaque parcours est également différent. Donc, en fait, quand on met ce critère de 2 ans, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de restrictif. Il faut juste se dire, on regarde le CV, on discute, on échange avec la personne et on voit comment on peut l'intégrer au sein de la société. Alors c'est sûr il faut quand même qu'on fasse attention, je dirais, à notre sinistralité et autres. Donc il faut qu'on recrute avec un peu d'expérience, c'est le tip top. Mais voilà. Il y a d'autres critères que la conduite. Il y a peut-être aussi le savoir-être, la volonté, l'envie. Voilà. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, en fait, donc pour la structure de notre recrutement, on a mis en place des fiches de fonction. Donc les fiches de fonction, c'est tout simplement décrire exactement ce que fait notre condition part du conducteur, mais c'est valable pour tous les métiers. Aujourd'hui, sur les conducteurs, on va avoir la fiche VL, mais dans le B2B et dans le B2C. On va avoir une fiche VL sur le backup, sur le tournant. C'est des fiches de poste, tout simplement. Ça décrit, ça donne un cadre. Et puis après, on a les fiches tournées. Et les fiches tournées, en fait, c'est que va-t-il faire dans son quotidien, chez quel client il va être, quelle routine, on va dire, il va avoir. Oui. Voilà. La routine est inévitable. C'est ça. Et après, pour pouvoir les capter, on va dire sur le web, parce qu'aujourd'hui, on marche avec des job boards, des Indeed, des compagnies. L'idée, c'est de personnaliser l'annonce pour que les gens, en fait, sachent, pour qu'ils postulent vers véritablement ce qu'ils souhaitent faire. Bon, on se rend compte, en échangeant avec le RH, qu'on peut avoir des VL qui vont postuler à du PL, alors qu'ils n'ont pas le permis quand on les appelle. Donc en fait, il y a un gros tri de CV. Je vous dis, je crois que la semaine dernière, c'était 40 CV. On a reçu un candidat qui finalement correspondait réellement à l'annonce, à nos besoins. Ce que je vois dans tout ça, c'est aussi des coûts pour l'entreprise, parce que c'est devenu un poste pas tout à fait anodin. Alors notamment, c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on met en place tous ces process. C'est aussi pour cadrer les choses, c'est pour être sûr que la personne qu'on va recruter correspond bien à nos besoins, à nos attentes. Donc ça, c'est le plus important. Mais également, c'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on leur mettait des doublons de la formation pendant 15 jours, 3 semaines, et qu'en fait, on se rendait compte que finalement, ce n'était pas la bonne personne. Donc on la sortait, avec une fin de période d'essai employeur. Mais en fait, tout ça, quand on le cumule, je crois que de mémoire, je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais je crois qu'on avait analysé 4 mois, on était aux alentours de 100 000 euros de coûts, quoi. Donc c'est énorme. Donc c'est des coûts cachés. Et puis,
le temps passé par nos recruteurs. Ça fait mal à la tête, quoi. Complètement. Et puis il peut y avoir aussi un sentiment de je recrute, mais finalement j'en recrute toujours autant et puis finalement il n'y a pas de résultat. Et donc ça c'est important. Il faut absolument mettre une dynamique. Et c'est pour ça notamment tous ces process qu'on a mis en place. C'est pour... Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Finalement, ils ont choisi une voie, ils ont passé le permis. On a globalement une branche qui paye. Je me trompe peut-être, ça, tu vas y répondre, mais ça paraît quand même compliqué d'analyser en profondeur ce qui se passe, ce phénomène, quoi. Alors c'est pas évident. Après, comme je vous l'ai dit, c'est de l'individualisme. C'est chaque individu est différent, chacun a sa vision, chacun a son parcours. Donc c'est pas forcément évident. En termes de rémunération, je vous ai montré tout à l'heure qu'on était à peu près à 1830 € net. Moi, je vois aujourd'hui, on a un salaire moyen sur le B2B qui est à 2293. Donc, il y a un petit delta. On paye à la convention. Après, il y a une gestion des heures. La plupart de nos chauffeurs ont des contrats à 169 heures, pour certains 186 heures. Parce qu'en fait, ils veulent, nous, c'est vrai que quand on échange avec eux, et ils nous demandent entre 2000 et 2500 € net, c'est ce qu'ils aimeraient. Donc, mais faut pas se focaliser uniquement sur la partie rémunération. Il faut aussi que... Alors on peut avoir la pyramide de Maslow en référence, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi le sentiment d'appartenance. Et en fait, c'est là-dessus où nous, on va... Aujourd'hui, le transport, c'est pas une branche qui croule sous les dollars. Donc en fait, l'idée, c'est de rationaliser ses coûts, d'optimiser ses coûts. C'est de voir comment on peut faire pour finalement dire que c'est pas forcément l'argent qui mène la danse, mais plutôt être intégré à une entreprise, la culture d'entreprise, comme le disait Aurélie. Donc c'est la marque employeur. C'est ça, c'est hyper important, c'est la base. Bon, tu vas nous en parler sur ce que vous mettez en place. Ouais. Juste, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble pour qu'on arrive à cet objectif-là. C'est vraiment à la fois le chauffeur, mais également l'ensemble des équipes. Et quand je disais que derrière, on a un recrutement en collaboration avec les exploitations, c'est-à-dire qu'en gros, le service RH dégrossit, on va dire, affine par rapport à des critères. Et puis derrière, elle propose et elle valide, on va dire, le recrutement avec les exploitations. Et une fois que l'exploitation a validé, on va parler d'intégration. Et cette intégration passe par un processus de formation, d'accompagnement, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec un suivi par l'exploitation et par le service RH. Donc on a aujourd'hui des chauffeurs qui sont, on va dire, déportés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au sein de l'entreprise, mais ils sont souvent chez le client, chez les chargeurs. Et donc, en fait, c'est comment garder du lien avec eux. On s'est posé la question. Parce que venir au bureau, des fois, ils n'aiment pas trop, ils sont timides, ils sont pas fans. C'est donc comment mettre du lien. Comment dire, en fait, tu n'es pas embauché par le client, tu es embauché par le groupe G7. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de mettre un suivi avec des appels téléphoniques, à J+2, J+5, en fait en fonction du parcours de formation qu'on va mettre en place. Et après, on vient le mettre en complément, soit avec un entretien annuel, soit avec un entretien pro, donc l'entretien pro qui est obligatoire. Et en fait, tout ça, ça met du lien. C'est l'entretien annuel et l'entretien pro, en fait, c'est un moment privilégié pour, on va dire, le salarié et puis son responsable. Et ça permet de parler du passé, du présent et de l'avenir. Et ça permet de se projeter. Et je pense que parfois, en fait, et moi je suis concerné par ça, j'ai besoin de me projeter, en fait. J'ai besoin d'objectifs. Alors, moi, dans ma carrière, oui, j'ai toujours marché à l'objectif. Mais après, un chauffeur, trouver des objectifs, c'est pas forcément évident. Tu veux qu'on mette des paillettes dans ta vie, quoi. Ouais. Des difficultés ou autres, mais ouais, c'est ça. C'est normal. Il faut de l'enjeu. On a besoin de rêver, on a besoin de cap. Il faut de l'enjeu et on a des chauffeurs aujourd'hui qui nous réclament et c'est pour ça qu'on a des postes notamment de backup et de tournant, c'est parce que ils veulent pas tomber dans une routine, dans cette monotonie, on va dire. Mais il y en a beaucoup qui veulent. Hein. Ils veulent ça. Ils aiment. Il y en a qui aiment ça. Oui. Ils aiment savoir qu'ils vont arriver à telle heure, ils vont repartir à telle heure, ils vont faire tel client, ils ont leurs habitudes. Même chez les jeunes. Même chez les jeunes, il n'y a pas de distinguo. Non, en fait, alors, des fois, ça peut être par rapport à sa personnalité, ou en fait, ça va être quelqu'un qui va être plutôt introverti, et puis
bah, en fait, il a ses clients habituels, il a ses petites habitudes et ça lui convient en fait. Il n'a pas besoin de plus. Ensuite, on a mis, si je continue le parcours, là on est vraiment sur le terrain et on va mettre en place donc, un système de tutorat. Le système de tutorat, en fait, c'est un chauffeur qui est déjà en place, qui maîtrise complètement le process client et qui va l'accompagner pendant quelques temps et qui va, on va dire, lui donner les bonnes consignes, les bonnes recommandations sur savoir comment on fait. Voilà. Et puis derrière, on a aujourd'hui un formateur expérimenté et qui est en plus APTRL. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un animateur en prévention en transport. Et donc en fait, lui, il vient, on va dire, il peut venir au démarrage comme il peut venir à la fin. Ça va dépendre du public qu'on a. Est-ce qu'il est expérimenté, pas expérimenté? Là, on va avoir une jeune candidate qui rentre lundi. Et ben en fait, on la met tout de suite avec. Parce qu'en fait, il y a une histoire de gabarit de véhicule. Donc elle a son SPL, mais elle a fait très peu de SPL, même très peu de PL. Elle sort d'une formation. Donc l'idée, là, c'est vraiment un parcours sur du court terme, mais à 3 mois, 6 mois, où on va d'abord la mettre sur du PL et après du SPL. Justement, en fait, pour lui donner sa chance. Et pas que, on va dire qu'elle nous fasse un sinistre et que derrière, on soit obligé de malheureusement la sortir parce que ça va nous générer des coûts et voilà, on se dit est-ce que demain son inexpérience va faire que elle va c'est ce qui se réitérer. passe très concrètement quand il y a sinistre, généralement derrière c'est compliqué. Tout dépend de l'explication. En fait, c'est des coûts, c'est une immobilisation du véhicule, donc ça veut dire qu'il nous faut un spare, il faut trouver un véhicule de remplacement. Donc en fait, ça engendre tout un tas de problématiques derrière qui est compliqué. Faut savoir qu'aujourd'hui la sinistralité, c'est très coûteux, les assurances. Vous pouvez, je pense, parler avec les agences d'assurance les cabinets d'assurance qui sont sur le salon. Il y a un sujet. Le transport, il y a beaucoup aujourd'hui de grosses assurances qui disent non, moi le transport, j'y vais pas. J'ai entendu beaucoup se plaindre que vous ne trouviez plus ou plus difficilement des assurances. C'est compliqué. Et donc après, c'est à nous de travailler avec nos partenaires assureurs pour trouver des solutions, travailler sur les actions de prévention. Essayer de sensibiliser. Voilà, j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution. En fait, nous, on est toujours en test. Aujourd'hui, voilà, on essaye de. Là, aujourd'hui, la dynamique qu'a mis en avant ou qu'a lancé Frédéric Pigassou, donc le CEO du groupe, c'est essayer de mettre en fait, c'est de se connaître, d'apprendre à se connaître, de s'analyser, et puis derrière, de tester des choses. Voilà, tester des actions et voir si ça fonctionne. Donc c'est vraiment important parce que aujourd'hui, on a des préjugés, on pense que sur les jeunes, je vous disais sur la sinistralité, et en fait aujourd'hui on a un Google Form en fait qui nous permet que les responsables à chaque sinistre remplissent et qui va nous permettre en fait d'analyser par typologie de chauffeur, par ancienneté, même par jour de la semaine. Est-ce qu'on a plus d'accidents le lundi parce que la personne n'est pas réveillée, ou est-ce que c'est plutôt le dimanche ou le samedi si c'est souvent le lundi, du coup vous fermez l'entreprise le lundi et carrément. De toute façon, on va essayer de travailler 4 jours par semaine. C'est un objectif. Pourquoi pas. Non mais voilà, en fait on essaye. On n'a pas de solution miracle, clairement. On n'a pas. J'aime bien la notion de on teste. Ouais, c'est ça, mais on est obligé en fait aujourd'hui. Je viens du monde de la santé, j'ai travaillé pendant 15-20 ans dans la santé. Je ne peux pas dire que ce que j'ai mis en place dans la santé, dans mon ancienne entreprise, va fonctionner ici. Parce qu'en fait, d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, ça dépend de la taille, ça dépend des personnalités. Donc en fait, il faut innover. Il faut toujours innover. C'est comme on va parler tout à l'heure des évolutions technologiques. En fait, si vous n'innovez pas, si vous réfléchissez pas, mais pour pouvoir innover, en fait, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir ce qu'on est. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, et c'est le credo de Frédéric, c'est la data. Donc ça, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, on développe le contrôle de gestion pour justement apprendre à se connaître, pouvoir sortir des chiffres et puis dire là où ça pêche. Et puis une fois qu'on a défini là où ça pêche, on travaille avec chaque responsable. Et c'est les responsables derrière qui déclinent auprès de leurs exploitations pour mettre en place les solutions. On a une autre notion, c'est l'équité. Je pense qu'il est très important, et puis de toute façon, aujourd'hui, on le sait, c'est que les chauffeurs sur les quais ou autres, à chaque fois qu'ils réceptionnent leur salaire, vont voir le collègue en disant
t'as vu moi ce que j'ai gagné, t'as vu, alors, toi t'as gagné quoi? Ah, tiens, t'es moins payé que moi. Comment ça se fait? Et en fait, ça, moi, ça me perturbe, ça m'a perturbé. Et en fait, avec Frédéric et puis le COMEX, on a décidé en fait de dire, bah non, en fait, on a une grille indiciaire, on la suit. Après, on a des spécificités de l'encaissement, du décaissement, de la mise à quai, des choses comme ça, qui sont vraiment des spécificités qui demandent une certaine technique. Et donc là, on est d'accord. Là, on va... mais il faut des critères. C'est comme le recrutement finalement. Des règles. C'est ça, il faut des règles. Donc c'est hyper important. Donc là, voilà, on a cette... et puis ça permet voilà, de dire aux équipiers, mais non, mais en fait, tu es payé exactement pareil que ton collègue. Vous faites le même travail, donc pourquoi qu'on soit homme, femme, vous gagnez exactement la même chose en fait. Il y a une grille, il y a des critères, on les respecte, et puis au moins comme ça, il y a pas, on enlève une problématique. Clairement, parce que je l'ai vu moi au début que j'étais arrivé. Ah ouais, mais moi, lui il gagne ça. D'accord, je regarde. Ah ouais, bah, malheureusement, voilà, je vais pas lui baisser son salaire. Je vais pas lui baisser son salaire, je peux pas. Mais du coup, je justifie sur quelle est la nouvelle politique aujourd'hui du groupe. C'est de la transparence aussi. Hein. Complètement. Et ça évite bien des tracas. Ouais. Et puis après, on a d'autres. Donc en fait, vous voyez, c'est très large. Je vous présente plein de choses, mais on est obligé. En fait, il faut avoir une vision globale de la problématique. Donc, il faut traiter différents aspects de la problématique pour pouvoir essayer d'avoir une réponse complète. Sinon, en fait, si on traite une problématique, c'est comme si on ne fait pas un travail collaboratif. Finalement, on va régler le problème du service RH, mais on ne va pas régler le problème du service de l'exploitation. Parce qu'en fait, comme ils n'auront pas discuté entre eux, ils n'auront pas vu finalement le point qui bloque et finalement ils auraient traité une partie du problème et ça c'est pas entendable, c'est pas possible. Il faut faire de la globalité quoi. C'est ça. Ensuite on a le plan de formation, donc aujourd'hui on essaye de construire un plan de formation avec du maintien et du développement des compétences. Donc en fait il faut anticiper les besoins de demain. Donc on pense à aujourd'hui, on pense à demain. On a des formations, donc dans le monde du transport il y a beaucoup de formations obligatoires avec des renouvellements à périodicité définis et donc il faut les maintenir, ça c'est la base, c'est le socle on va dire du plan de formation. Donc vous avez la FIMO, les CACES, les choses comme ça où en fait il y a un renouvellement. Et puis derrière, en fait on a des salariés qui souhaitent évoluer, évoluer complètement, passer de chauffeur à un exploitant, pourquoi pas. Et puis après on en a d'autres qui veulent passer du VL au PL, au SPL. Donc tout ça en fait c'est de voir comment on peut les accompagner. Donc aujourd'hui la méthode elle est assez simple, c'est que on demande à chaque exploitant une fois par an de nous remonter en fait les demandes de ses salariés, de les questionner et puis de remonter l'information. On fait un tableau. Derrière il y a une commission qui se réunit avec les responsables d'exploitation et la direction. Et en fait on définit. Oui, non, est-ce que par rapport à sa demande, est-ce que tu es d'accord ou pas? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce que tu le sens que voilà, il fait bien son job, il suit les consignes qu'on lui demande? Et puis après ça, alors évidemment, en restant dans un cadre budgétaire, hein, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Après, si ce n'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Ouais, et puis il faut que ça réponde aussi à la stratégie de l'entreprise. C'est ça. Et oui, complètement. On ne va pas faire une formation couture. Mais vous savez que j'avais beaucoup ça dans la santé où... j'avais un public très féminin et on nous demandait des préparations à la retraite ou des formations de reconversion diverses et variées et c'est vrai que non, on ne pouvait pas ce genre de choses et là c'est pareil en fait, il faut aussi quand même que ça réponde dans un premier temps à la stratégie de l'entreprise, donc ça c'est hyper important. Donc une fois qu'on a eu le retour du responsable d'exploitation, la direction et le responsable d'exploitation valident un plan de formation, un volume, un coût. Et puis derrière, charge au service RH de suivre. Et il y a aussi la notion, après, derrière, d'évaluation. Est-ce que la formation que tu as demandée, finalement, est-ce qu'elle te correspond? Est-ce que l'organisme de formation qu'on a choisi correspond? Parce qu'on sait qu'il y a un peu d'arnaque dans la formation. Donc on évalue tout ça. Donc c'est pareil, en fait, c'est le mec comme dans le processus de formation. J'ai l'impression d'entendre un certificateur Calliope, là. Ah oui. Alors j'ai été bercé dans la santé par les qualiticiens. Ah, okay, donc en fait ils m'ont tellement mis ça dans la tête qu'aujourd'hui c'est très bien, hein. C'est vrai que je raisonne un petit peu comme ça et puis il y a ma formation aussi également qui m'a bercé, qui m'a
formaté. Ouais, bien sûr. Ensuite, on essaye de monter des partenariats. Donc, il y a des choses en fait qu'on avait mis en place il y a quelques temps, mais qu'on s'était rendu compte que ça marchait pas. Il y a des choses aujourd'hui qu'on relance. Donc, on a la MRS, la PMSMP, les POI, les titres pro, les alternances. C'est des choses qu'on avait déjà faites, mais finalement, comme il n'y avait pas un cadre, un bon accompagnement, finalement, ça n'avait pas fonctionné. L'exploitation en fait n'avait pas conscience, et ni le service RH parce qu'ils travaillaient en binôme, n'avait pas conscience finalement que les alternants ou les jeunes en titre pro, alors quand je dis jeunes conducteurs ou jeunes, c'est pas forcément jeunes dans l'âge, n'avaient pas conscience que finalement c'est pas un salarié lambda, c'est un salarié qu'il faut accompagner sur du long cours et que dès le premier pas. C'est ça. Et en fait, il a besoin cet accompagnement, c'est vraiment là, faut vraiment. Alors, je dirais, on fait de l'individualisme depuis le début dans nos parcours, mais là, c'est encore plus. Là, faut vraiment être en lien avec le centre de formation et puis et l'entreprise et le jeune. C'est un contrat tripartite. De toute façon, le contrat à l'origine, le contrat légal, lui, c'est du tripartite. Et là, faut faire exactement la même chose. Donc voilà. Et tu vois, tu parles du dispositif PMSMP. Souvent, c'est un peu pas négligé, mais les paillettes, il faut les mettre là. En fait, si tu veux réussir ton recrutement à terme, il faut mettre des paillettes dès ce petit moment-là. C'est ça. Et prendre soin de la personne dans sa vision du métier. En fait, avant même de... Alors, c'est pour ça qu'on fait des... C'est pour ça qu'il y a eu des MRS qui ont été mis. C'est des méthodes de recrutement par simulation. Justement, c'est déjà pour les mettre dedans. Et en fait, il faut, avant de commencer sur ces processus-là, au niveau de l'entreprise, il faut réfléchir déjà sur comment on s'organise, comment on va l'accueillir, quel va être son cadre, quelle va être finalement son organisation, qui va être son tuteur, comment il va décider de l'encadrer, parce que c'est pareil, il faut de la formation. N'importe qui ne peut pas être tuteur, comme tout le monde n'est pas manager dans l'âme, mais après, on peut les former. Tout le monde peut être manager avec de la formation. Paraît-il, ouais. Moi, je pense que oui. Ouais. Aujourd'hui, avec un bon accompagnement, une bonne formation, il n'y a pas de souci. On peut, et une volonté. Il faut aussi la volonté. Sans ça, évidemment, je crois que ça c'est essentiel. Ça ne fonctionnera pas. Ouais. Après, l'accompagnement et la sensibilisation des équipes d'exploitation. J'insiste beaucoup sur la collaboration et sur le travail collaboratif. Mais vraiment, clairement, dans une entreprise... c'est pas Sylvain qui va dire voilà, on met ça en place et puis ça va fonctionner. Ça marchera pas. C'est clairement aujourd'hui une équipe qui travaille ensemble, qui définit un cadre, qui définit une organisation, qui réfléchit à ses problématiques, à ses besoins, et après on met en place. Si on réfléchit pas ça en amont, si on fait pas comme ça, moi je pense que c'est un peu voué à l'échec. Alors, des échecs, on en rencontre toujours. Ce qu'il faut, c'est pouvoir rebondir et puis se poser la bonne question de dire mais pourquoi j'ai eu un échec ? Comment je vais faire pour rebondir et avancer ? C'est ça, parce que honnêtement, celui qui a réussi à faire qui a eu que des succès, je doute. Mais je pense que quand on est bien accompagné, qu'on sait faire appel aux bonnes personnes et puis en fait, on peut y arriver, quoi. Clairement, moi aujourd'hui, mon job, en fait, il repose sur tout le monde. Sans les autres, je ne suis rien. Alors que les autres peuvent faire d'orchestre. Les autres peuvent faire sans moi, mais moi, je ne peux pas faire sans eux. Donc c'est hyper important, ça. Il faut que les équipes comprennent à la fois les problématiques du RH, dans ce dossier-là, comprennent les problématiques du RH et les RH comprennent les problématiques de l'exploitation. Et une fois que c'est fait, on peut commencer à mettre en place des choses. Mais tant qu'on ne discutera pas, tant qu'on ne se mettra pas autour d'une table pour discuter ensemble, clairement, c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. La communication. On a fait des enquêtes salariées 2 fois de suite, ce qui remonte. Bon, alors, on a le matériel, on va en reparler tout à l'heure, mais il y a le respect, la considération, l'écoute. Ils veulent de l'information sur les projets de l'entreprise. Ils veulent savoir l'entreprise pour laquelle je travaille, mais qu'est-ce qu'elle a comme projet, comment elle va, est-ce qu'elle se porte bien, pas bien. Pourquoi on fait les choses dans le projet, ok, tu veux mettre ça en place, mais moi je sais que c'est plus une contrainte pour moi. Alors pourquoi tu fais ça en fait ? C'est quoi ? C'est juste pour m'embêter ? Non, en fait, non, c'est pas pour t'embêter. C'est que dans la stratégie de l'entreprise, que ce soit c'est pas une baisse des coûts, c'est pas une réduction des coûts, c'est plutôt une optimisation, une rationalisation des coûts. C'est ça qui est important.
Donc voilà, donc c'est Expliquer quoi, la pédagogie, la la communication. pédagogie, Ouais. c'est ça, c'est Donc hyper important. vous avez mis en place des outils de communication interne Ouais. qui permettent ça. Alors on a un community manager qui est Ouais. Arthur, Arthur, qui est juste très là. actif. Hein. C'est ça, qui a mis en place une newsletter. Là, en fait, on a réfléchi, mais c'est pareil, c'est les prémices, donc on a encore du travail d'évaluation à faire, mais on va faire une première commission de communication pour justement, en fait, lui permettre de lui donner des idées pour que lui, derrière, puisse développer en fait ces outils de communication derrière, de l'intranet, de la newsletter, voilà, tout un tas des fiches d'action à destination des salariés, des fiches de sensibilisation également. Ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, on va remettre du lien, mais également, il faut qu'on fasse du préventif. Et il y a des moments, malheureusement, c'est du curatif. Et il faut absolument communiquer là-dessus pour... Aujourd'hui, l'accident de travail coûte très très cher aux entreprises. Donc, il faut absolument que on travaille sur ce dossier-là, quoi. C'est non négligeable. Ensuite, c'est un plan d'investissement pluriannuel sur les véhicules, sur le matériel qu'on leur met à disposition, parce qu'aujourd'hui, un chauffeur, c'est son camion. C'est son camion, c'est son transpalette, c'est le haillon qui est sur le véhicule, où en fait, tout ça, pour nous, c'est peut-être pas grand-chose. Nous, c'est peut-être juste un coût, mais pour lui, en fait, c'est son outil de travail. Et donc, en fait, il faut réussir à entretenir tout ça, donc avec un plan d'investissement sur l'entretien des véhicules, avoir une certaine régularité. C'est aussi pour ça qu'on a créé la société Elvi, justement pour mettre du cadre, pour être sûr que nos entretiens, à la fois pour la partie sécuritaire, parce qu'on ne peut pas laisser partir un véhicule aujourd'hui sur la route s'il y a une problématique de frein, de pneus ou autre. C'est hyper important. Donc en fait, tout ça, il faut les maîtriser, tous ces coûts-là. Donc ça fait partie de la satisfaction, la mise à disposition de véhicules, on va dire, qu'on 4-5 ans. C'est important. Le chauffeur, c'est vrai que pour nous, c'est un coût, mais finalement, le chauffeur, lui, c'est son outil de travail de tous les jours. Donc il est satisfait. Et puis, quelqu'un qui est satisfait, en fait, il va en parler à droite et à gauche. Et puis du coup, ça peut être pour l'image de marque, voilà, pour l'image de marque et tout ça, ça peut être quelque chose en fait de très vecteur. Chez les chauffeurs, tiens, justement, ils sont très sensibles au type de véhicule qui. Oui, oui, on a souvent des remontées. Tiens, est-ce que tu pourrais m'acheter est-ce qu'on pourrait avoir telle marque de véhicule ou tel type de véhicule, ou dans mon véhicule, est-ce que je pourrais avoir tel fauteuil ou tel ceci, tel cela, est-ce que je pourrais. On vous demande de l'électrique là, tiens. Alors l'électrique, non, aujourd'hui, on nous en a pas forcément demandé. Là, aujourd'hui, c'est des demandes clients. Alors même si, je vais vous en reparler tout à l'heure sur la partie évolution technologique, parce que vous avez reçu Frédéric Pigassou hier, et en fait, je vous ai dit tout à l'heure, on est dans les prémices, non, c'est faux. C'est que sur le GNV, comme on vous parliez hier, et puis sur l'électrique, finalement, le groupe était déjà précurseur. Donc, on a déjà pensé, en fait, c'était déjà, il y a quelque temps, la technologie de demain. Maintenant, c'est la technologie d'aujourd'hui qu'on n'y pense plus, mais... Voire d'hier. Oui, voire d'hier. Je suis dur, je vais plus. Voire d'hier, mais en fait, finalement, il était déjà dans ce move-là. Donc, aujourd'hui, c'est comment, en fait, on va faire perdurer, comment... Aujourd'hui, on a une équipe, et comment cette équipe-là va penser à... comment va être le métier de conducteur demain. Et après, le dernier axe, c'était travailler sur l'anticipation des besoins. Voilà, parce qu'en fait... l'idée, c'est vrai que c'est apprendre, c'est connaître son histoire. Ça, c'est hyper important pour savoir finalement où on va. C'est penser à aujourd'hui, comment on va faire, mais c'est aussi à penser à demain, aux besoins de demain, le marché, comment il va évoluer. On sait très bien qu'aujourd'hui, la voiture ou les véhicules thermiques ne sont pas les bienvenus, même si aujourd'hui, les constructeurs, clairement, ils ont des obligations de réduction de CO2 et puis ils tendent vers des énergies, on va dire, vertes. Donc tout le monde est concerné. Donc on y va. Donc il faut, nous, au niveau de l'entreprise, c'est penser à nos besoins de demain, penser aux besoins des salariés futurs. Donc voilà, donc c'est hyper important d'avoir une réflexion globale là-dessus. Si on parle de la féminisation du secteur, au sein du groupe G7, en fait, on disait qu'Aurélie, finalement, c'est pas une problématique chez nous, parce qu'en fait, on ne recrute pas en fonction du genre, mais des compétences. Voilà. Nous, aujourd'hui, en fait, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui répond à nos attentes, à notre besoin, que ce soit une femme, un homme ou
Un cheval, je dirais, je m'en fiche. Ce qui compte Jamais vu, tu vois. Moi non plus. Non, mais ce qui compte en fait aujourd'hui, c'est véritablement, c'est que Quelle idée, un cheval. on a un besoin. On a un besoin. Bah aujourd'hui, en fait, peu importe le genre, on y va quoi. Donc au sein du groupe G7, c'est 42% du personnel sont des femmes. Alors je vous le cache pas, c'est beaucoup dans le VL, dans le VUL, au niveau du 6 mètres cubes. Mais 42%, c'est quand même aujourd'hui, je crois qu'on avait vu 4% dans le TRM, de conductrices dans le TRM. Nous, voilà, aujourd'hui, on est à 42%. Ce sont des conductrices. C'est des conductrices. Du VL, mais c'est voilà. C'est des conductrices. On a quelques-unes qui, on commence à développer, du moins, on commence à trouver des candidates. Non, après, ce que j'ai comme remontée sur les dernières embauches qu'on a fait au niveau des femmes, on a quand même comme quoi elles sont, le retard, c'est pas, il n'y a pas de retard. Au niveau de la conduite, elles font très attention. Les moyens qu'on leur met à disposition, elles y font attention. Donc le camion, il est toujours en général clean. Elles respectent les consignes. Donc il y a quand même des Mais plus, après, hein. voilà, faut pas généraliser parce qu'on a une majorité d'hommes qui font exactement la même chose. Hein. Donc c'est pour ça que je veux pas non plus dire c'est le combat d'hommes et femmes. C'est pas ça. C'est fini ce temps-là. C'est ça. Moi, après, dans le monde de la santé où j'étais, on était à 90% de femmes. Alors, je vous avouerai, les 10% d'hommes qu'on était, on faisait pas les malins. Vous preniez cher en retour. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, on est à 42%. Au niveau manager, sur 15 managers aujourd'hui, il y a 6 qui sont pourvus par des femmes, et des postes de directrice, des postes de responsable d'exploitation. Donc c'est des postes quand même assez hauts. Et donc ça représente 40% de notre manager. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, le groupe G7 n'a pas à rougir, on va dire, de sa situation. Donc voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Au moins rien que pour ça. Sur la marque employeur, un petit mot. Est-ce que vous avez des actions très concrètes sur ça En fait, logiquement, toutes les actions qu'on mène là vont avoir un impact sur la marque employeur. Toute la partie recrutement, toute la partie intégration, suivi de nos collaborateurs, tout ça, c'est indéniable. En fait, parce que ce qui va se passer, donc il y a la partie com, qui elle va donner une image extérieure, mais en interne, en fait, si on recrute bien, si on forme bien, si on intègre bien, derrière, en fait, c'est un chauffeur qui va être satisfait et qui va en parler en fait à ses collègues. C'est ça la marque employeur. Le monde du conducteur est très fermé. Donc en fait, il va en parler et puis ça va être du bouche à oreille. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de travailler énormément là-dessus et peut-être dans 2 ans, de mesurer si finalement, en fait, dans nos enquêtes salariées et puis aussi sur les réseaux ou autres, de mesurer si oui ou non on a une amélioration de la situation. En tout cas, sur la partie chauffeur, ce sont donc les chauffeurs, les ambassadeurs finalement de la marque pour coopter, pour aller chercher des collègues dans la filière. Oui, on a aussi un processus de cooptation, mais c'est pas ce qui marche. Je suis pas sûr que ça. En fait, si vous n'avez, faut que ça se fasse naturellement. Vous pouvez coopter autant que vous voulez. Si derrière vous n'avez pas un bon processus, clairement, ça marchera pas. Il faut être vrai. Il faut vraiment faire les choses. Ou alors vous allez le coopter, il va rentrer, mais il va ressortir. Donc vous allez avoir dépensé une somme d'argent pour la cooptation, oui, c'est ça. Mais finalement, il n'y aura pas de plus-value. Il faut une cooptation naturelle finalement, et qui est suivie de. Et ça viendra tout seul. Et finalement, ce sera gratuit. Ça s'appelle le bouche à oreille. C'est ça. D'une certaine manière. Merci Sylvain, on a appris beaucoup de choses sur le groupe G7 et puis globalement sur la branche. Est-ce que tu aurais la gentillesse de mettre un peu de paillettes aux jeunes qui sont derrière leur écran, qui vont regarder cette conférence? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour peut-être pas les convaincre, mais leur dire venez nous voir, il y a des trucs vraiment sympas à vivre? L'avantage dans le groupe G7, c'est qu'en fait on offre tout un panel de possibilités au niveau du transport, en fait. Qu'on veut faire de la messagerie, qu'on veut le faire tout simplement du transport longue distance ou autre. En fait, c'est vrai qu'on a un panel très large avec nos filiales. On peut faire du vélo cargo, c'est vrai qu'il n'est pas là, mais on peut faire du vélo cargo en urbain. Non, après, c'est vrai que les jeunes ou les reconversions, c'est des publics qu'on vise. On souhaite aujourd'hui que recruter de façon plus importante et que les jeunes ou que les personnes qui arrivent chez nous en fait comprennent nos contraintes, nos difficultés et qu'ils adhèrent à la culture de l'entreprise. Voilà. En fait, j'ai pas utilisé le mot, mais c'est ce qui ressort régulièrement. Nous, en fait, on a
Au niveau du siège, on a donc un grand open space. Et en fait, c'est une famille, en fait, G7. Ils sont partis d'une TPE à aujourd'hui une ETI. Et en fait, Frédéric là-dessus met un point d'honneur, c'est que on reste une famille, voilà. Donc, et on a fait un CSE, et c'est ce que les représentants du personnel finalement, parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, et du coup la relation a été un petit peu, on va dire, égratignée. Et aujourd'hui, on a discuté avec le CSE mercredi soir. Ils veulent, les conducteurs veulent ce lien, cette proximité avec Frédéric notamment, parce que Frédéric, c'est un personnage, c'est le point central du groupe. Il est attachant, il est très attachant. Il est très attachant et clairement, aujourd'hui, même moi, si j'arrive dans la structure, clairement, le point de référence, aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler du groupe G7 sans parler de Frédéric Pigassou. Donc en fait, c'est cet esprit familial en fait, qu'il faut qu'on arrive à conserver malgré cette taille. Ce 400 salariés, voire 500 en période de pic. C'est déjà une prouesse d'en parler comme ça aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Moi, en fait, ce qui m'a fait arriver au sein du groupe G7, j'ai fait quelques petites entrées au sein du groupe dans le cadre de mes études. Et ce qui m'a fait venir faire le choix, c'est véritablement cette ambiance, cette envie. Alors c'est vrai que les sédentaires, c'est plus facile pour moi en tant que sédentaire parce que je suis au contact toujours avec eux. Mais c'est ce qu'il y avait aussi avant avec les chauffeurs. Cette proximité, c'est-à-dire que j'ai une problématique, j'ai un besoin, j'ai une envie, que ça soit Frédéric, parce qu'aujourd'hui Frédéric c'est l'image du groupe, donc c'est lui qu'on vient voir. Mais j'aimerais que moi, alors pas moi personnellement, mais qu'on ait envie de venir voir le directeur opérationnel, Mathieu, qu'on a envie de voir les différents responsables d'exploitation, et qu'on n'y va pas à reculons, ou juste parce que en fait, finalement, derrière, il va y avoir un rendez-vous pour une sanction disciplinaire. Donc il faut qu'on... Frédéric, voilà, il inculque ça, il est moteur, et il veut qu'on reste quand même une famille. Voilà, et ce que je peux dire, c'est... venez rejoindre une famille à la taille d'un groupe, d'une ETI. Ça paraît un peu déconnant, un peu hallucinant, mais voilà, c'est ça. C'est ça aujourd'hui. C'est ça le groupe G7 aujourd'hui. Tu m'as convaincu. C'est une famille. C'est une famille. Merci Sylvain, merci beaucoup. Nous allons clôturer cette conférence. Je ne vais pas reprendre quelque chose de très original. Je vais simplement dire que la famille du transport, on la vit, on l'a ressenti sur le salon Expert Trans, la première édition 2024. Merci Aurélie. Merci Sylvain, merci Coralie, merci au public et merci à vous qui êtes derrière l'écran.